La petite histoire du jeu de rôle, 13e émission. Aujourd'hui, on va vous parler de Space Opera. Générique. Treizième émission de la petite histoire du jeu de rôle, on va parler de Space Opera. Nous en sommes donc à la 13e. N'hésitez pas toujours, s'il vous plaît, à partager, à liker, à vous abonner et faire connaître au plus grand monde cette grande aventure que je partage avec mon ami Romain Estorque, mon ami Matt et mon ami Edouard, tous les deux à la technique. Alors, 13e émission, on parle de Space Opera, un jeu concernant la science-fiction, et en l'occurrence Space Opera, même si peut-être Space Opera c'est un terme peut-être un peu trop spécifique. C'est plutôt un jeu de rôle de science-fiction, sachant que le Space Opera, en fait la référence, c'est ce qui est arrivé un petit peu avant 1980, que vous connaissez tous, c'est le film Star Wars. Là on peut vraiment parler de Space Opera, c'est très épique, très héroïque. Là, Space Opera, ça permet d'aborder différents niveaux de la science-fiction. Pas que du Space Opera, justement. Alors, Space Opera, il y a 3 auteurs. Il y a Edward Zimbalist, Mark Ratner et Phil McGregor. Edward Zimbalist, ça vous dit quelque chose, puisque c'est quelqu'un plutôt talentueux qui a déjà travaillé sur un jeu de rôle concernant la énième émission Chivalry and Sorcery. Chivalry and Sorcery, oui, on le retrouve. Très fameux jeu dont Romain vous a beaucoup parlé. Et Space Opera, il a fait la pige à Traveller, parce qu'on a déjà parlé de Traveller. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que c'est une réponse à Traveller? On ne le saura jamais parce que les auteurs n'en ont jamais vraiment parlé, n'ont jamais évoqué cet autre jeu, mais il est évident qu'on ne peut avoir que Traveller à l'esprit quand on ouvre la boîte de Space Opera. C'est une boîte dans laquelle il y avait plusieurs livrets, quelques feuilles cartonnées d'aides de jeu qui sont un peu les ancêtres de l'écran, enfin qui étaient des proto-écrans. Et alors, qu'est-ce que c'est Space Opera? C'est effectivement un jeu dont la référence... S'il y a Space Opera dans le nom, tu as parfaitement raison, Farid, quand tu dis que ça n'est pas que du pur Space Opera, c'est même un peu ce qu'on appellerait de la hard science, mais il y a quand même cette référence au Space Opera parce que les auteurs, Zimbalist notamment, et ses deux compères, Ratner et McGregor, sont des amateurs, notamment de Doc Smith, le grand-père ou le père du Space Opera avec ces deux sagas Skylark et Lensman, mais également Larry Niven, avec son roman Known Space, et Dune de Frank Herbert. Et d'ailleurs, il y a même une allusion à Dune dans, je le répéterai tout à l'heure, dans Space Opera, et Battlestar Galactica et bien entendu Star Wars. Alors, comme d'habitude, toujours se plonger un petit peu dans ce que disent les auteurs. Le fondateur de FGU, l'éditeur donc de Space Opera, Fantasy Games Unlimited, il s'appelait Scott Bizarre, ou Bizarre, je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais enfin, donc Monsieur Bizarre disait, je vous lis ce qu'il a écrit dans la préface de Space Opera. Le concept originel était de créer un jeu qui n'aurait pas besoin d'avoir des suppléments innombrables, mais qui se suffirait à lui-même. Et donc, il a dit nous voulions créer un jeu qui permettrait aux joueurs il utilise le verbe to roleplay, donc de faire du roleplay, il y a quand même la dimension de l'interprétation, dans le monde de la littérature de science-fiction, et il disait dans toutes les différences du genre, donc effectivement pas seulement le space opéra. Il dit par exemple, ce jeu permet de jouer un guerrier du futur, un mercenaire, un free trader, un mineur sur un astéroïde, un explorateur planétaire, un membre du corps diplomatique, un espion intergalactique, et il dit que le jeu s'inscrivait dans la grande tradition du space opéra, Doc Smith donc, et il précise, et le très récent Star Wars de George Lucas, il est cité Star Wars dans Space Opera, et notamment, il explique que c'est pour cela qu'ils ont tant développé les règles de pouvoir psionique pour rappeler la force de Star Wars. Voilà, donc la référence au plus célèbre de tous les space opéras du dernier tiers du XXe siècle, eh bien, elle y est dans Space Opera. Et alors, bon, c'est un jeu qui, très vite, a eu la réputation d'être, on va dire, encore plus complexe, touffu
que Chivalry and Sorcery, ce qui n'est pas peu dire. Alors attends, justement, oui, moi je me souviens ça devait être en 84, première partie de Space Opera, et la seule. On est conviés dans une super maison avec un maître de jeu qui avait tout prévu, tout préparé. Et en fait, la partie n'a pas duré longtemps parce que ça a commencé, on était dans un vaisseau spatial, et voilà qu'on rentre dans l'atmosphère d'une planète. Et là, il a sorti sa calculatrice scientifique. On a fait quelques choix. Bah, on est mort en rentrant dans l'atmosphère, c'était fini. Ce que tu dis, Farid, c'est vrai, c'est un jeu qui est dont les processus de règles sont longs. À commencer par la création de personnages. Alors, la création de personnages, on joue c'est assez classique après tout, hein, on joue des classes, donc comme par exemple l'homme d'armes, l'astronaute, le technicien, le scientifique, etc. Et on a des caractéristiques. 14. Alors, oui, il y en a 14. Hein. Alors les voici. Elles sont déterminées avec un des 100, mais il y a une correspondance sur une table parce qu'il y a des bonus, des malus au cours du processus de création, et ça donne à la fin un résultat qui est plutôt sur une échelle de D20, parce que le jeu se joue au D20. Mais donc on a physique, force, constitution, agilité, dextérité, empathie, intelligence, psionique, intuition, courage, leadership, aptitude technique générale, aptitude mécanique et aptitude électronique. Et d'ailleurs, on remarquera qu'il y a une sorte à mon sens, de confusion entre compétences et caractéristiques, notamment pour les 3 dernières. Voilà. Et ensuite, on peut choisir sa race. Alors, il y a humain, il y a humanoïde, il y a transhumain, il y a... des personnages anthropomorphes. Oui, alors il y a Pitecine, c'est comme dans Pithecanthrope, c'est-à-dire en gros c'est des singes, c'est la planète des singes. Les canins, les félins, les ursins, les aviens, les sauriens, hein, on peut jouer un peu du dinosaure, hein, ce genre de choses. Et après on a plein d'autres caractéristiques, le damage factor, la stamina, la capacité de transport sur soi, enfin bon. Voilà. Et... il faut savoir que après arrive le calcul des compétences. Et alors le calcul des prérequis pour avoir des compétences, quand tu veux, pour un joueur qui crée son personnage et qui veut un petit peu, comme on dit, optimiser, faire parfois ce qu'on a appelé du mini-maxing parfois, hein, c'est-à-dire avoir le personnage le plus optimisé, eh bien ça demande un sacré esprit de prévision. Parce que par exemple, si tu veux avoir la compétence Computer Engineering, c'est pas seulement c'est pas la programmation, c'est carrément la fabrication hein, d'ordinateurs. Il te faut physique, maths, chimie et métallurgie, et avec des niveaux, des prérequis dans chacune de ces compétences. Donc, franchement, ça demande du calcul, ça demande de la prévoyance. C'est pour ça que le rythme de ce jeu est lent à la création et est lent pendant le jeu, parce qu'après il faut aussi déterminer ta planète d'origine, et là le jeu définit 20 types de planètes qui vont avoir des conséquences sur tes caractéristiques, parce que chaque planète a sa gravité, a son climat, l'atmosphère, et ça va avoir des conséquences sur tes caractéristiques. Et donc il y en a 20 types. Exemple, planète aride, planète désertique, planète de jungle, toundra, planète océanique. Puis après on a les planètes de type 4 à 12 qui sont les planètes suivant l'inclinaison sur l'axe qui va donc qui va déterminer les conséquences sur l'écosphère. Puis après on a les planètes qui sont éloignées de leur étoile, les planètes à faible ou forte gravité. Et donc tout cela demande du temps. Ils se sont bien amusés à la création. Ah mais oui. Et puis pour terminer, il y a les fameuses compétences psioniques. Alors je crois qu'on a rarement vu ça dans un jeu. Sais-tu combien il y a de compétences différentes psioniques? Ah ben je vais dire non. Voilà, tu vas dire non. Il y en a 106. Ah, voilà, répartis dans 6 catégories différentes. Donc autant dire que c'est un jeu qui est foisonnant. Alors, c'est beau dans la diversité justement et toutes les options que tu peux faire, parce que ça te laisse l'imagination sans limite pour créer ton personnage en théorie, aucun ne peut ressembler à un autre dans ce jeu. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait dit sur Traveller qu'il y avait eu une critique qui avait été formulée à l'époque, à savoir que mais votre technologie est un peu finalement décevante, voire vieillotte par rapport à ce à quoi on s'attend pour la Space Opera. Eh bien, Space Opera, le jeu, est un peu comme ça aussi, puisqu'il ignore totalement la cybernétique.
Il ignore totalement tout ce qui est robotique, les mecs, les grands engins, les grandes. Mais c'est étonnant, c'est étonnant, parce que déjà à l'époque, on matait l'homme qui valait 3 milliards. Voilà. On nous parle d'ordinateurs qui pèsent jusqu'à 50 tonnes. Alors là, on va dire, oulala, on est encore avec des ordinateurs. C'est les ordinateurs de la CIA des années 50-60. Donc voilà. Mais il y a malgré tout quelques innovations, notamment des ordinateurs, tu as montré ton téléphone, qui font la taille d'un smartphone et qui ont des fonctionnalités justement dignes d'un super ordinateur à l'échelle réduite. On trouve des armes également, parce que alors, tous les niveaux technologiques sont envisagés, et on trouve des armes qui sont extrêmement avancées, notamment le fameux APRO BDIF. Hein, le Anti-Robot Positronic Brain Disruptor. Je crois que c'était pour prendre l'apéro. Voilà, ouais, tu vois. Alors comme d'habitude, le goût des acronymes, ça fait un peu jargon pseudo-scientifique à la Star Trek, Star Wars. Bon, en gros, c'est un pistolet qui grille le cerveau d'un robot. Hein. Voilà. Et donc, tout cela avec un système de combat qui est très classique. Hein. On jette un dé pour savoir si on a touché. On jette un dé pour savoir où on a touché. On jette un dé pour savoir on vérifie si l'attaque a pénétré l'armure et puis on jette les dégâts. Bon, très classique tout cela. Mais comme avec Chivalry and Sorcery, une multitude de facteurs, de situations qui vont avoir une influence sur le jet de dés et qui peuvent effectivement aujourd'hui nous paraître, tu en avais fait l'expérience dans la partie que tu relates, extrêmement poussés dans la sophistication à un point tel que le jeu peut effectivement paraître peu fluide, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors ce jeu a eu pas mal de suppléments. C'est d'ailleurs... Justement, pour préciser, au départ c'est quand même un jeu de rôle qui se veut générique de science-fiction. Oui. Il n'y a pas vraiment d'univers au départ. C'est tellement classique. Tu as un empire, tu as une république galactique, tu as un conglomérat de marchands, enfin des choses qui sont très classiques. Voilà. Et d'ailleurs, je l'avais dit en introduction, dans l'équipement technologique de Space Opera, on trouve un équipement qui vient directement de Dune, de Frank Herbert, le Steel Suite, la fameuse combinaison que portent les Fremen dans Dune de Frank Herbert. Peu d'univers développés au début et justement développés après par des suppléments, des scénarios. Il y en a pas mal. C'est même de tous les jeux de FGU, avec Villains and Vigilantes, dont nous parlerons peut-être, un jeu de super-héros, celui qui a eu le plus de développement, le plus de suppléments, avec des éditions, des rééditions, et même une survie du jeu jusque dans les années 2000, puisque figure-toi que le dernier supplément de Space Opera date de 2018, et qu'il s'appelle de Hiss, parce qu'il y a une race qui s'appelle Hissite, il y a plein de S. Des hommes serpents, non ? Ah bon ? Je sais pas. Tu as deviné. Et qui se sont en fait des espèces de pseudo-dinosaures. Et leur atlas, parce qu'il y a eu une série de suppléments qui s'appelait le Star Sector Atlas. Il y a eu le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis 11, 12. Voilà. Et d'ailleurs, ils ne sont pas parus du tout à la même époque, puisque le 4 est paru en 2015 et le 5 en 1985. Enfin bon. Tout cela couplé à des suppléments sur l'équipement, des scénarios, des extensions même. Voilà. Et il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a eu, tu as parfaitement raison, dans ce jeu, pardon, pas qu'il y a eu, qu'il y a dans ce jeu une sorte d'absence d'univers, mais il faut savoir qu'il y avait quand même il y avait eu un jeu qui était un peu qui avait anticipé Space Opera. En 1977, Mark Ratner, un des 3 auteurs, avait sorti un jeu de figurines de science-fiction qui s'appelait Space Marine. Voilà. Ça fait penser à quelque chose. Oui, ça fait penser à quelque chose. Hein. Jeu avec figurines, Space Marine, bon... Voilà, je ne vois pas trop, mais je pense qu'il y en a qui sauront à quoi on fait allusion. Mais plaisanterie mise à part, ce jeu se passait dans un univers, un imperium, etc., qui a servi de base à Space Opera en 1980. Donc le jeu a été est tiré, encore une fois, on est encore dans je dirais la matrice originelle du jeu de rôle, c'est-à-dire ça vient du wargame. Et d'où cette abondance
de tables, de paramètres. Tu disais rien que dans son vaisseau, pour rentrer dans l'atmosphère d'une planète, c'est un scénario finalement. C'est quasiment un scénario. Ça devait être ça. Oui. Et donc, la simulation, je dirais, très poussée de ces planètes, de ces systèmes planétaires, avec une volonté de mélanger finalement, c'est un des très rares exemples, à mon avis, surtout à cette époque, de mélange entre le space opéra justement qui se veut plus, j'allais dire, libre, light, sur plus dans le genre de la fantasy finalement. On pourrait en discuter, mais certains disent même qu'il y a des aspects fantasy dans Star Wars ou dans Dune. Et la hard science, où là, Space Opera, même si c'est pas du tout la même époque, c'est un peu l'enfant de George Lucas et Kim Stanley Robinson, celui qui a écrit la fameuse trilogie Mars, la verte, la rouge, la bleue. C'est un peu ça, je pense, Space Opera. Même si sur la couverture de la boîte, d'ailleurs il y a eu plusieurs couvertures, on voit une assemblée de personnages. Oh, c'est quasiment un plagiat ou une parodie des affiches de Star Wars, parce qu'on y voit un pseudo Luke Skywalker, une pseudo princesse Leia et un pseudo Chewbacca sur cette affiche. Donc c'était clairement fait pour un petit peu draguer les acheteurs potentiels. Et pour cause, on est 3 ans après Star Wars, donc il fallait bien avoir cet argument, mais qui, comme je l'ai dit, était clairement indiqué au début, puisqu'on pouvait justement, on peut tout faire dans Space Opera. Dans Space Opera, vous pouvez faire effectivement, vous pouvez jouer aux scientifiques en herbe, et vous pouvez sinon tout simplement vous laisser aller sans trop de références scientifiques au space opéra un peu débridé, je dirais, tels que Star Wars ou d'autres, hein, parce qu'après tout, il y a d'autres références aussi dans ce domaine-là. Voilà pour Space Opera, un jeu qui a toujours sa communauté d'aficionados et qui, comme je l'ai dit, techniquement, est toujours un peu en cours de développement, puisque le dernier supplément, je le disais, date d'il y a 3 ans. Alors, Space Opera, 1980, 6 ans après le premier jeu de rôle Donjons et Dragons, 3 ans après le film Star Wars. Il a connu 4 éditions. Juste un petit rappel, parmi les 3 auteurs, nous avons Édouard Cymbaliste, qui a quand même marqué de son empreinte le début de l'histoire du jeu de rôle, qui est né en 1943 et décédé en 2005. Retenez-le dans votre tête. Ça et qui refusait de reconnaître Gary Gygax comme le véritable inventeur du jeu de rôle. Il avait je crois l'avoir signalé, peut-être, si je me répète, désolé, mais je l'avais peut-être signalé dans la vidéo sur Chivalry and Sorcery, mais dans un supplément de Chivalry and Sorcery, il avait spécifiquement dédié à Dave Arneson, en écrivant clairement que c'est lui qui a inventé le concept du jeu de rôle, parce qu'il avait été un peu éconduit, il faut le dire, par TSR. Il en avait gardé une certaine rancœur, peut-être, à l'égard de Gary Gygax. Vous avez compris que c'est un personnage avec beaucoup de caractère et de rigueur, au vu de ses jeux. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine la 13e émission de la petite histoire du jeu de rôle avec Space Opera. Une émission jeu de rôle JDR Factory. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc., à partager. Et puis on vous retrouve très vite dans une nouvelle émission. Ciao! À bientôt!